Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. Il s'appelait Asdin Edna. Son nom ne vous dit rien sans doute et sa mort ne fera pas la une des journaux. Il était une figure du chantier de Notre-Dame. Il était échafaudeur. Il avait 64 ans. Il disait à ses collègues qu'il prendrait sa retraite une fois la cathédrale de Notre-Dame reconstruite. Il était présent depuis 5 ans, chaque jour, sur ce chantier, de telle sorte que chacun le connaissait. J'ai lu ce matin la page que lui consacre le journal Le Parisien. Il avait commencé à travailler à 14 ans et devait prendre sa retraite en janvier prochain. Il est mort, hélas. Il est mort non pas à Notre-Dame, mais terrassé, chez lui, dans la nuit de vendredi à samedi, par un accident de santé. Il a rejoint Jean-Louis Georgelin, disparu en août 2023, le général nommé par Emmanuel Macron, qui avait supervisé la reconstruction de Notre-Dame. Asdin Edna raconte une histoire française avec un père tirailleur, engagé au sein de la 2e DB lors de la Seconde Guerre mondiale. Rachida Dati a salué sa mémoire sur X. Aujourd'hui, tous ceux qui œuvrent au renouveau de Notre-Dame lui rendront un hommage en fin d'après-midi. Asdin Edna était père de 2 enfants, grand-père de 2 petites filles. Il sera inhumé jeudi au Maroc, près de Casablanca, là où il est né. Puisse-t-il reposer en paix. Il est 9h01, Chana Lousteau. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un mineur français d'origine tchétchène mis en examen et placé en détention provisoire pour un projet d'attentat terroriste en France. Cet adolescent de 16 ans a été interpellé en périphérie du Mans, selon une information du Figaro. Il aurait effectué des recherches sur différents lieux considérés par les enquêteurs comme des cibles potentielles, dont une synagogue. La FNSEA appelle à une mobilisation nationale à partir de lundi prochain. Le président du premier syndicat agricole l'a annoncé il y a quelques minutes. Il dénonce un projet d'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur qui serait inéquitable et injuste pour les agriculteurs français. Arnaud Rousseau précise que les autoroutes ne seront pas visées. Et puis Elon Musk va devenir ministre dans le gouvernement de Donald Trump. Le prochain président des États-Unis l'a annoncé cette nuit. Le grand patron de Tesla et de SpaceX, entre autres, sera chargé de l'efficacité gouvernementale. On en parlait maintenant, c'est confirmé. Elon Musk, je le rappelle, était l'un des très grands soutiens de Donald Trump. Il a investi plus de 100 millions de dollars dans la campagne de son candidat. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal. Merci, Chana Lousteau. On est avec Sarah Salman, on est avec Éric Nolot, on est avec Georges Fenech, on est avec Gauthier Lebret. Hier soir, vous étiez au lancement du livre de Jordan Bardella et vous me direz comment s'est passée la soirée, bien évidemment. Mais toute l'actualité, tous nos regards sont tournés ce matin vers Vincent Hervouette. Est-ce que vous connaissez, madame, messieurs, parce qu'on parle d'Elon Musk, est-ce que vous connaissez Pete Hegseth? Je ne sais pas si je le dis bien. Pete Hegseth, qui faisait sur Fox News Friday Night Live with Pete Hegseth. Et cet homme, c'est sans doute la nomination la plus stupéfiante, c'est l'homme qu'il a choisi, c'est un animateur de Fox News qu'il choisit pour prendre la tête du Pentagone. Oui. Monsieur Vincent Hervouette, donc demain peut-être vous-même, journaliste, vous pourriez vous retrouver. Non mais en plus non, même pas parce que cet homme, voyez, Pete Hegseth, là j'ai sur Fox News, j'ai la bande-annonce de ces j'ai la bande-annonce de ces émissions Friday Night Live with Pete Hegseth. C'est-à-dire, je n'ai pas l'équivalent en France, mais vous êtes évidemment journaliste. Là, on est sur un animateur qui va diriger le Pentagone. Il a une expérience militaire avant. Oui, il a été soldat avant. Oui, il était soldat avant quand même. Oui, il était soldat avant. Oui. Non mais il était major même. C'est entendu, et c'est parce qu'il était major qu'il est devenu de la télé. Et alors plus Elon Musk. Et ça me passionnait de vous entendre là-dessus. La curiosité, c'est de passer effectivement de l'armée au plateau de Fox News et non pas de repasser le plateau de Fox News. Vous connaissez beaucoup d'anciens des forces spéciales qui soient animateurs ou journalistes en France? Il n'y en a pas énormément, hein. Jacques Chancel avait été... Oui, non, il y a vraiment très peu. Hein. Non, les nominations de Donald Trump sont à la hauteur de l'attente qu'il a suscitée. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois stupéfiantes, à commencer par la nomination
effective d'Elon Musk à la tête de Dove. Dove, c'est le même nom que sa crypto-monnaie. C'est pas une administration, c'est d'une équipe pour dégraisser le mammouth, pour Le bison, disons. Pour rester plus américain, dégraisser le bison. Voilà. Oui, dégraisser le bison. Vous êtes en forme ce matin. Ça n'a pas duré. Non, donc ça c'est avec Musk, ça va être. Il a pondu cette nuit, là, juste avant de se coucher. Il a écrit non, ce n'est pas une menace pour la démocratie, c'est une menace pour la bureaucratie. Et il promet de faire 2000 milliards de dollars d'économies. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Mais fédéral. Mais tout le monde rêve de ça en France. 2000 milliards de dollars. Oui, mais les chiffres, c'est possible. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde en France rêve de ça. Tout le monde sait. Par exemple, on a parlé de l'éducation nationale. L'éducation nationale, le problème, c'est pas les profs. Il y en a suffisamment de profs et parfois pas assez. Le problème, c'est la bureaucratie, mais dans l'éducation nationale. Et puis, à l'hôpital, on le dit sans arrêt, il y a, je crois, 40% des gens de la PHP qui n'ont pas vu un malade de leur vie. Et vous avez que 60% de gens qui sont des soignants. Et la France, elle croule de ça. Donc, quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit on va virer la bureaucratie, on va virer la bureaucratie. Mais on se dit c'est pas mal. Alors, comment les conflits d'intérêts, ça vous dérange pas? Les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, ça vous dérange pas? Qu'est-ce que vous appelez les conflits d'intérêts? Mais il est attributaire des grands marchés publics avec SpaceX, avec Tesla. Mais Georges, je vous écoute depuis. Avec vous, on ne fait rien. Non, et je vous rassure. Ne prenez pas sur son Mais si, parce qu'on ne fait jamais rien. Je vous dis qu'il y a un vrai sujet. Oui, il y a toujours des vrais sujets. Non. Avec vous, il y a toujours des vrais sujets. Moi, c'est le règlement des États-Unis. Comment est-ce que vous faites pour restructurer les agences fédérales? Et c'est pour ça qu'il faut tout si changer. Vous gardez, et a priori le fait qu'il ne soit pas ministre, mais qu'il soit à la tête d'une agence indépendante, d'une administration indépendante, comment est-ce que vous faites pour effectivement garder la tutelle sur vos affaires qui sont considérables? C'est un homme qui pèse, je ne sais pas combien, 150, 300 milliards, les chiffres diffèrent, de dollars. C'est l'homme le plus riche au monde après un Français bien connu. Bernard Arnault. Donc vous imaginez Bernard Arnault en train de restructurer l'économie française en gardant la tête ça serait pas mal peut-être. C'est l'efficacité, là, c'est la question. En France, ça serait D'autant que Comment? Tant qu'il n'est pas bille en tête pour s'attaquer aux agences fédérales, comme l'agence sur l'environnement. Oui, mais bon, je vous connais. Non, mais moi, le problème, c'est que depuis l'élection de Trump, on est coincé entre deux extrêmes. Il y a soit le Éric Nolot. Il y a soit le camp de la bien-pensance qui nous explique, j'ai lu un article hilarant dans Libé qui nous explique que Trump n'a pas gagné si nettement. Bah alors heureusement, parce que s'il avait gagné nettement, je ne sais pas ce qu'aurait été le score. Et de l'autre, on a la Trumpolatrie qui dit que tout est bien. Je regrette. Elon Musk, il y a un conflit d'intérêts. Gauthier vient de... C'est impossible en France. On ne dit pas que tout est bien, on dit qu'on cherche une efficacité. Tout ce que fait Trump n'est pas à saluer sous prétexte que Kamala Harris est en effet pas votre genre de beauté ni le mien. Mais là, c'est pas de droite ou de gauche. Mais non. La question, c'est de ne pas faire un procès d'intention. Elon Musk, qui est un type qui a une qualité immense. Attendez, ce sont les faits. Non. Il est en conflit d'intérêts. On va voir. Il va être à la tête d'un département de l'efficacité gouvernementale. Tout le monde a bien compris qu'il ne devient pas ministre pour ne pas lâcher totalement la maîtrise de ses boîtes. Donc il restera, il ne va pas être un employé fédéral, si vous voulez. Il va rester le patron de Tesla, de SpaceX. Il est jugé parti, ça ne va pas. Donc il n'est pas ministre. Donc il n'est pas ministre. Mais il promet, il jure de faire 2000 milliards. Bon, on va voir le sujet. On se dit, mais c'est impossible. Mais en même temps, c'est un génie. Ça ne vous a pas échappé. Non, mais ça, c'est pas le défilé des démagogues qui, depuis 40 ans, vous promettent qu'effectivement, ils vont s'attaquer à la bureaucratie française. C'est quelqu'un qui, visiblement, réussit ce qu'il tente. Oui. Et ça, c'est pas mal. Attention à l'envers. Éric Nolot. C'est un génie. C'est un génie dans ce qu'il a fait. Maintenant, c'est un génie dans ce qu'il a fait. Et il s'engage en politique en sachant qu'il ne sera jamais président. Il ne sera jamais candidat à la présidence. Il ne peut pas être l'héritier de Trump. Il n'est pas né aux États-Unis. Bon, je voudrais qu'on voit un sujet, mais convenez que là aussi, Elon Musk, on peut saluer un parcours tout à fait exceptionnel d'un homme qui est... Mais j'entends bien. Saluer et penser en même temps. Mais j'entends bien. Mais ce qui m'intéresse, vous êtes
l'intendant suivra, comme disait Napoléon. Vous êtes là, toujours le nez dans le gazon. Nous, on est dans les cimes. Je vois quelqu'un qui veut réformer l'administration. Et c'est ça qui m'intéresse. Et vous êtes là, ah oui, mais c'est un vrai sujet. Bon, vos vrais sujets, c'est vos querelles picrocolines. En revanche... j'ai compris que c'est vous qui décidiez quel était un vrai sujet. Non, mais le vrai sujet, c'est la bureaucratie. Simplement, Et les Non, mais Eric, j'ai compris qu'il y a un vice de procédure que cet homme ne peut pas juger. Oui, j'ai compris, mais on ne va pas passer l'heure là-dessus. Bon, alors, ce qui m'intéresse... Contre-pouvoir aux États-Unis. C'est quand même une démocratie avec des contre-pouvoirs. Et on va faire exactement ce qu'il veut. Mais il va s'attaquer à la bureaucratie légendaire des administrations fédérales, effarantes. Il a donné un bon exemple. Par exemple, pourquoi ne pas confier à quelqu'un d'autre qui n'est pas... On lui a demandé... Parce qu'il est meilleur, en fait. Plus efficace. Parce qu'il est meilleur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut entrer dans votre cerveau? Il est meilleur que les autres. À l'heure du bilan, ça entrera dans mon cerveau. Et il a prouvé qu'il pouvait être meilleur sur certaines choses. Il est prouvé. Voilà. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Sur ce point. Alors, en revanche, le cas que vous dites, bien sûr, il faudra effectivement voir qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, tout ça. Mais il est meilleur parce qu'il a montré son efficacité. Alors, je voulais qu'on voit le sujet de Kylian Salé. Kylian Salé. Vous me regardez... curieusement, Gauthier Lebret, je sais que hier soir, vous étiez à une soirée où on a beaucoup parlé de CNews. Vous nous direz. Non, beaucoup parlé de vous. Non. C'était pas tant CNews, c'était surtout vous. C'était une réunion d'aide, alors. Donc, je voudrais qu'on voit le sujet de Kylian. Alors, on est à 8 jours pile de la victoire de Trump et les premières décisions sont tombées. Puis j'ai une question à vous poser également sur Israël. Musk, ministre de Donald Trump. L'entrepreneur de 53 ans a été nommé au nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. La mission du patron de SpaceX ou encore Tesla sera de réaliser des coupes drastiques dans le budget fédéral. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a investi plus de 100 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump. Il partagera le ministère avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Donald Trump a salué dans un communiqué 2 esprits brillants et patriotes. Le républicain de 78 ans a nommé Pete Hegseth comme prochain ministre de la Défense. À 44 ans, ce dernier est aujourd'hui présentateur sur la chaîne de télévision Fox News. Auparavant, il a été major de l'armée américaine déployé en Irak ou en Afghanistan. Si le Sénat confirme sa nomination, Pete Hegseth sera à la tête de l'armée la plus puissante du monde. Autre ancien militaire présent dans le gouvernement Trump, Mike Waltz, 50 ans. Il a été nommé au poste clé de conseiller de la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Dans un communiqué, Donald Trump le qualifie d'expert des menaces que représentent la Chine, la Russie, l'Iran et le terrorisme mondial. Mike Waltz travaillera en étroite collaboration avec Marco Rubio, le futur secrétaire d'État. Tous deux façonneront la politique étrangère des États-Unis. Pour rappel, durant son mandat, Donald Trump a promis de mettre fin aux guerres en Ukraine et au Proche-Orient. Bon, et puis on peut voir le résultat final et de la victoire écrasante, nette en tout cas, de Donald Trump. 312 grands électeurs, 226. Et le vote populaire. Les 7 swing states sont passés, les 7 ont été remportés par Trump. Pour la première fois. Depuis 2004. Et exactement, donc c'est une victoire que évidemment la majeure partie de la classe médiatique française avait bien vue. Oui, c'est ça qu'il faut dire. Il semblerait que le vote des Français n'ait pas pesé très lourd. Bon, bien évidemment. Vous vouliez dire quelque chose sur une des décisions que prendrait ce nouveau ministre de la Défense? Oui, alors le ministre de la Défense s'était rappelé ce matin par notre correspondante Elisabeth Guedel. Donc on l'a dit, il a été sur Fox News, il a eu le temps de s'exprimer durant de longues heures sur l'antenne de Fox News. Il est pour sortir les Gauthier femmes Lebret. du front. Il n'est pas pour envoyer les femmes soldates au front. Ah bah qu'en pense Sarah Salman par exemple? Évidemment, ça fait polémique parce que les femmes qui sont aussi en première ligne. Moi je trouve que c'est discriminant. Il y a des femmes qui sont tout aussi qualifiées que des hommes pour être au front. Vous prenez, alors je ne sais pas si le parallèle est bien choisi, prenez l'armée de Tsahal, vous avez des hommes et des femmes. Donc je ne vois pas au nom de quoi on opérerait une discrimination. Soit on met des critères physiques à l'entrée, soit on n'en met pas. Mais là, ça me paraît... Alors, il y a plein de manières de l'analyser. On peut aussi considérer que c'est une protection. Je considère qu'il y a des femmes qui sont tout aussi compétentes sur ce sujet. Voilà, je le dis franchement. Vous avez évidemment raison. De toute façon, il y a des femmes qui sont aussi compétentes. Voire je pense qu'il faut, parfois. Donc, et parfois meilleures, évidemment. Mais dire qu'il n'y a que le critère physique, peut-être que dans certains cas c'est vrai, mais là de les éliminer complètement, il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est... Moi j'analyse ça comme une sorte de protection d'une société. Je suis pas sûr que c'était l'intention derrière. Je pense pas que lui c'est la protection. Je pense que elles sont pas capables.
pour faire Ah non, ça. moi je crois pas. Ah non, bah, c'est interprété comme. Ah, elles je sont crois trop- pas, les amis. Je crois que tout le monde sait qu'une femme est aussi capable qu'un Pas homme. lui, visiblement. Non, ça veut faire la dire guerre. elles sont trop fragiles pour faire ce poste. Non, C'est mais comme il ça que suffit c'est perçu. d'avoir été marié pour le savoir, qu'une femme est capable de faire la guerre. Bien Je veux dire, sûr. La légende. Non, mais l'histoire Bien- est remplie bien- de femmes Bien sûr, Vincent guerrières. ministre de la Herouet. Défense. La question, on a des femmes dans les sous-marins, ce qui était absolument inenvisageable jadis. Cela dit, porter un barda de 40 kilos sur le dos, c'est une chose, ça demande des capacités physiques. Et ensuite, il y a une curiosité, c'est qu'on s'est rendu compte que dans les troupes d'assaut, par exemple, il y avait une forme d'instinct protecteur qui pouvait jouer et qui fait que dans un commando, un homme qui est flanqué d'une femme va avoir tendance quand même. C'est un réflexe irrépressible, pavlovien, semble-t-il. Ça, c'est des oui. études que moi je ne connais pas grand-chose, mais je sais que c'est ce qu'ont relevé un certain nombre d'études faites par les écoles militaires sur le fait que ça posait quand même un petit problème. Mais est-ce que On c'est les une a raison totalement pour les dirigés vers évincer l'action. complètement Pardon Est-ce une raison suffisante pour les évincer complètement? Non, mais le fait de mettre peut-être des femmes dans des unités combattantes en première ligne répond là, en revanche, à quelque chose qui est peut-être un peu idéologique, qui est une volonté de démonstration. L'efficacité sur aux le terrain. femmes d'en c'est ça décider ce qui- elles-mêmes. C'est ça ce qui prône. Bon, c'est ça Vincent qui Herouet. exprime, pardon. Autre question. Le président Trump n'a pas souhaité recevoir les familles des victimes, des otages qui sont détenus dans les tunnels de Gaza. Il n'a pas souhaité recevoir les familles. Comment vous interprétez cette décision? Je ne sais pas qui sont les familles, je ne sais pas le pourquoi du comment, ou si elles étaient américaines aux États-Unis, si elles étaient, je ne sais pas. Moi, l'interprétation que j'ai pu faire, c'est que lui souhaitait sans doute que cette guerre continuât. Ouais. Et que forcément, les familles, si elles viennent, on les comprend, elles ont envie que cette guerre s'arrête. Bah oui, Sans doute. c'est évidemment le dilemme de l'état-major israélien. C'est bon, tout le monde a compris depuis un an que il fallait que les Israéliens avaient changé en quelque sorte finalement profondément de doctrine, dans le sens où l'otage n'est plus la priorité de toutes les priorités. Oh, c'est pas vrai, ça. Vous allez en Israël, la priorité, c'est les otages. Demandez Sarah à n'importe Salman. quel Israélien. Moi, je suis allée en Israël, il y a les photos des otages partout et elles sont pas arrachées. Bien sûr. La priorité, vous demandez à n'importe qui, je suis désolée, c'est la libération des otages. Que ce soit Benjamin Netanyahou qui le dit, que ce soit les Israéliens, que ce soit les Français de confession juive ici. La Sarah justice, c'est la Salman. priorité. Oui. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les États-Unis. Dans les faits, c'est pas la priorité, pardonnez-moi. Il reste un peu plus de 90 otages, Oui. toujours aux mains du Hamas, un an Deux après, Français. dont une cinquantaine au moins est morte. Je vous dis, alors ça c'est Selon Benjamin votre Netanyahou interprétation de lui-même. Non, la politique de c'est- Benjamin Netanyahou. Vous demandez aux Israéliens, c'est leur priorité. Oui, non, Au moi je vous peuple parle, israélien. je vous parle J'ai de la compris. priorité stratégique dans la réalité du terrain. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la volonté d'écraser le Hamas. Il y a la volonté en parallèle de libérer les otages. On ne démembrer. peut pas dire le contraire. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, eh ben, on a changé d'époque. Ça ne va pas échapper. Ça ne m'a pas échappé, je vous en remercie, mais je vous dis que la priorité, c'est la libération des otages. Ce que je vous propose. Voilà, on n'est pas d'accord là-dessus, mais... J'ai souvent pas l'impression que d'accord. vous n'êtes pas d'accord avec grand monde. Si, avec Jean, Sarah. je suis d'accord. Non, avec Darty, on n'est pas d'accord. Faites attention parce que ça m'arrive aussi. Donc de près. J'étais d'accord avec vous en début d'émission et j'étais bien la seule. Sur Pour en début Donald d'émission. Trump, Bah oui, pour Elon Musk. Pour Elon Musk, mais oui, je trouve que Ça c'est. rejoint ce que vient de dire Pascal. Oui, oui, Vous c'est êtes souvent on est Posez-vous des questions. seul contre le reste du monde. Posez-vous des questions. Bon, Céline Dion. Céline Dion, c'est une vidéo dans laquelle on voit la chanteuse rencontrer des difficultés sur son téléphone. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que Siri? Oui, bien sûr. Bah oui, mais tout le monde ne sait pas ce qu'est Siri. C'est pour S-I-R-I. C'est quoi Siri? Siri, c'est pour dicter dans le iPhone. On met le téléphone Dans le comme ça et on iPhone. dicte. On dit dis-moi Siri et on parle. Dis-moi Siri, est-ce que je suis la plus belle dans le miroir? Ça, c'est ChatGPT plutôt. Alors comment on fait? Moi, je ne sais pas comment on fait Pour Siri, par activer exemple. Siri, moi je Ouais. m'en sers jamais. Vous vous en servez? Ah bah Jamais. oui. Mais alors, ça sert à quoi, vous dites? C'est pour parler au téléphone, par Mais- exemple. Vous dites. Lancer un moteur de recherche. Ah, c'est un moteur de recherche. Non, vous pouvez dire D'accord. dis-moi Siri, appelle. Dis-moi Siri. C'est comme Quel temps appelez Georges Fenech. C'est Ah comme ben là, c'est alors comme là, Alexa. mais alors je vais le faire parce que on va voir la vidéo de Céline Dion, mais on va faire un test en direct, pourquoi Oui. pas? Oui. C'est sur quoi? C'est sur réglage? Faut se Non, mettre non, sur vous quoi? parlez à votre téléphone. Vous parlez à votre Dis téléphone. Siri et après, vous... Là, je parle comme ça. Voilà, et appelle Georges Fenech. Dis-moi Siri, appelle Georges Fenech. Mais vous n'avez pas la peine de gueuler. Ouais, mais là, il Non, se mais passe là, rien. vous faites ça comme on dirait qu'on est au théâtre Édouard VII. Non, mais faut- voilà. mais non, mais Faut faire, dis Siri, appelle Pascal Pro. Jean-Laurent Cochet un peu. ben, ça marche pas du tout. Donc Je regrette, je ne peux appeler qu'une personne à la fois.
Bah, j'ai pas demandé 2 personnes. Pascal est pro. Alors, je sais, ils sont deux. On est plusieurs. Hein. Bon, alors je voulais qu'on voit cette vidéo de Céline Dion, parce que la superstar canadienne a publié donc sur les réseaux une vidéo dans laquelle elle demande à Siri de diffuser l'hymne à l'amour. Il lui a fallu répéter 3 fois pour que l'assistant vocal exécute sa requête. C'est un peu comme nous ce matin. La 3e fois avec l'accent français sera la bonne. Regardez cette séquence. Hey Siri, play l'hymne à l'amour by Céline Dion. I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. Non. Hello? No. Hey Siri, can you play l'hymne à l'amour by Céline Dion, please? I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. Never mind. Maybe I should speak really French from Parisian. Hey Siri, play l'hymne à l'amour by Céline Dion. Okay, here is Hear Me Lama by Celine Dion. Worked. Mais ce qui m'étonne, c'est que là, on n'a pas besoin d'activer quelque chose, on parle directement. Dis Siri, appelle Pascal Pro. Oui, mais là, par exemple, ça marche pas, manifestement. Ah là non, ça parce va que je dois marcher avoir un la première double. Là, si je dis, on va pas passer 2 heures là-dessus, mais si je dis, bonjour Siri, Non, il faut dire 10 Siri. dis Siri, est-ce que on peut jouer l'hymne à l'amour de Céline Dion? Mais Pascal, Dis Siri, Non, c'est pas- appelle Pascal Pro. Ben, ça pas, oui, non, mais Mais ça marche pas. Pascal, Faut mieux l'hymne à l'amour. J'appelle mais- Pascal Pro. Bon. vous voyez. Ah, Pascal, ça y est, ça marche. marché. Ça marche. Bah, vous, Numéro. vous, ça, ouais. Ah oui, Sarah. Vous voyez. Ah oui. Allô? Oui, Sarah? c'est Sarah Salman. Oui, vous Sarah, avez pas comment? Qu'est-ce que vous Oui. faites? Vous êtes où? Hein? Alors écoutez, je suis Ça au va bien? plateau et vous Bon. Pascal, 2 choses. Ah oui. D'abord, Oui. est-ce que vous cherchez à avoir le rôle principal dans un remake d'Hibernatus, parce que vous êtes extrêmement convaincant. Oui. La première chose. Et Vous deuxièmement, savez qu'il est toujours vivant, Bernard Allan. ah bah, très bien. Il est sur Après, scène, Et- Bernard Allan. Et non mais deuxièmement, vous nous aviez dit que votre sommaire allait nous surprendre. Oui, je suis surpris. Vous avez passé quand même d'Elon Musk à Céline Dion et son téléphone Mais, portable. c'est- mais, tout mais fait parce sens. que, cher ami, c'est une émission d'accueil du matin où on voit toutes les actualités qui nous ont intéressés et dont on va parler parfois dans la journée. Effectivement, ce n'est pas le Collège de France, cher Éric Nolot, notre rendez-vous du matin. Ce n'est pas le Collège. Céline Dion ou le Collège de Ce n'est pas le Collège de France. On est vu par Pascal Pro. j'adore. on est modeste. Blanc ou noir. On est modeste. C'est Céline Dion ou le Collège de France. On est modeste, il y a une forme d'humilité. Ce que nous faisons, c'est voilà. C'est l'aigle ou le moineau. Enfin bon, toute la vie est comme ça. Non mais c'est magnifique. Moi j'adorerais vivre dans votre tête. La vie serait tellement simple. Je me lève le matin. Oh, Je me le lève. bien, le mal, Et je le te noir, bouscule. le blanc. Mais c'est magnifique. Et vous savez bien, Restez les petits hommes vous qui- savez bien que c'est pas vrai. C'est vrai. Hein, je rends vous savez bien que Oui, ça ça n'est pas m'empêche pas vrai. de le dire quand même. Alors, Monsieur Thomas Hill, c'est le blanc et le noir, et aujourd'hui c'est il est- il est avec Et vous savez Siri? Dis Siri, joue l'hymne à l'amour. Ah oui, ça marche pas. Et ça marche. Ouais, c'est truqué avec la régie d'Europe 1. Non, mais c'est la régie Truqué d'Europe 1, la régie ça. d'Europe 1. Attendez. Et- La petite main dans le Non, sac. arrêtez. Non, là, franchement, là, c'est lamentable ce que vous avez fait. C'est lamentable. Hein. Franchement, bon. C'était très fort cette séquence, Pascal Pro. Mais vous moquez aussi, vous êtes avec Éric Nolot. Franchement, voilà. Bienvenue, petit moineau. Bienvenue. C'était magnifique. Bon, magnifique. merci, À cher tout à l'heure, Pascal. Thomas Hill. On va marquer une pause. France Israël, on va en parler. C'est de risque zéro. Il n'existe pas, dit Monsieur Retailleau. On parlera évidemment de l'antisémitisme. Bien sûr, on pourra parler des retraités. Je ne sais pas si vous avez tout compris, des retraités. Et puis alors tout à l'heure, ça vraiment on va se faire plaisir parce qu'on recevra oui. Claude Lelouch. Le cinéma, c'est mieux que la vie. Claude Lelouch, Ah, qui est quand même un génie. Voilà, c'est un génie. Et qui sort son nouveau film ce matin, finalement. Et on le reçoit régulièrement, bien sûr. Mais quel bonheur d'avoir fait les films qu'il a fait, les comédiens qu'il a fait jouer, les instants de comédie de Dadi Girardot jusqu'à Cadmerade. Ça va être formidable. À tout de suite. Un peu d'intelligence une fois chaque mois,
c'est pas trop de demander pour notre émission. Richard Millet vient nous voir et vient. Merci. Mais beaucoup, hein. Mais Richard, nous admirons beaucoup Richard, mais merci beaucoup. Un peu de hauteur de vue. Et j'aime bien Richard Millet parce qu'il vient une fois par mois pour éditorialiser un peu et nous donner un regard que les autres n'ont pas. Bonjour Monsieur Millet. Bonjour Monsieur Pro. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Somaya Labidi nous rappelle les titres. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un homme soupçonné d'avoir tué un SDF à Lyon lundi en le frappant avec un parpaing et d'avoir mené d'autres attaques a été interpellé dans un train au niveau de Toulon. Interpellation qui a été le fruit d'une collaboration entre les forces de l'ordre françaises et celles de Rotterdam. Rotterdam, où un sans-abri a été violemment agressé dans la nuit du 4 au 5 novembre. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, des policiers seront positionnés à l'intérieur du stade pour le match France-Israël demain soir à Saint-Denis. Un match à très haut risque concède Laurent Nunez, mais pas de menace exceptionnelle, tempère le préfet de police de Paris. Et puis le futur traité du Mercosur ravive la colère paysanne. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, lance un appel à une mobilisation nationale des agriculteurs à partir de lundi pour, je cite, attirer l'attention des pouvoirs publics et demander du soutien. Merci Somaya. Alors je salue un de nos amis que vous connaissez peut-être qui s'appelle Geoffroy Garretier qui intervient régulièrement sur Canal+. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il était chez lui en train de nous regarder. Et puis vous avez dit à l'antenne... Dis Siri, appelle Pascal Pro. Donc il était avec son portable, il nous écoutait et il a entendu la voix de Gauthier Lebret. Et cette fois ça fonctionne du premier coup. Bien sûr, je suis en train de voir que vous m'appelez. Et le portable de Geoffroy Garretier s'est mis en marche pour m'appeler. Oui. Non. Mais je suis sûr, puisqu'il vient de me le dire pendant la mi-temps. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, tout fort à des gens qui ont Siri branché et qui sont en train de nous écouter, appellent je ne sais qui, et qu'ils ont ce nom dans le répertoire... Je pourrais dire Emmanuel Macron pour que ça soit drôle. Oui, écoutez, non, mais c'est quand même extraordinaire. Monsieur Millet, ça doit vous faire... ce monde-là, il vous effraie. Pas du tout. Ça m'amuse beaucoup. Oui, c'est bien ce que je dis. Le mot Siri, le nom Siri, il faut faire attention. Dis chérie si tu... Vous voyez ce que je veux dire? Ça sonne un peu comme chérie, donc c'est... Non, c'est fascinant. L'intelligence artificielle sonne la fin de bien des choses. Moi, ça me fascine, ça. Et par exemple, Georges Fenech, à l'instant, pendant la mi-temps, nous disait, alors montrez votre montre. Vous avez une montre connectée. Oui. Alors, elle a changé votre vie. Par exemple, elle vous dit, lève-toi et marche. Et vous obéissez. Oui, de temps en temps, comme le Seigneur. Non, mais c'est vrai. Quand vous êtes resté trop longtemps, quand vous êtes... Oui. Engoncé dans mon fauteuil, Oui. à regarder CNews, par exemple. Oui. Elle me dit, lève-toi, va marcher une minute. Et vous obéissez? Et j'obéis. Elle dit lève-toi feignasse ou elle dit lève-toi poliment? Et après, elle me remercie, elle me félicite. Ah, très bien, vous avez rempli votre mission. Encourage. C'est bien. Vous pouvez vous rasseoir 1 heure. Vraiment Bon. Elle félicite vraiment. Elle me félicite Par écrit en me disant oui, merci. Avec une voix ou par écrit, c'est vrai? Avec Non, une voix par écrit. Elle est sincère. Ah, c'est pas une voix. Bon. Non, par écrit. Bon, vous êtes loin de tout ça, Richard Millet. Pour l'instant, oui. Bon, en tout cas, vous êtes avec nous ce matin. On pourra éditorialiser ces dernières semaines et notamment, je voulais savoir ce que vous pensiez de l'élection de Trump. Mais France-Israël d'abord, et M. Nunez a pris la parole ce matin, c'est un match à haut risque. Vous aurez le président de la République, vous aurez Nicolas Sarkozy, comme Nicolas Sarkozy a dit qu'il y allait, du coup François Hollande, 48 heures plus tard, a dit j'y vais aussi. Oui. Et vous aurez également le Premier ministre. Que dites-vous? C'est exactement ça sur François Hollande. Je rappelle qu'il s'était fait huer au dîner du CRIF, en rassemblement du CRIF pour les otages et les victimes. Il y avait Nicolas Sarkozy qui s'était fait applaudir 2 secondes plus tôt. D'ailleurs, il y avait une image qui manquait pas de celle où on voyait Nicolas Sarkozy regarder François Hollande se faire ruer parce qu'évidemment il a accepté l'alliance avec le nouveau Front Populaire et avec la France Insoumise. Il n'était pas là non plus aux commémorations du 11 novembre. Non, pourquoi. Il avait piscine ce jour-là. Il vient pas toujours. Là, au début, il avait dit j'ai un autre engagement sur le match France-Israël et visiblement il a su se libérer puisque la polémique commençait à enfler sur son absence. Oui, mais vous pouvez lui rappeler qu'il était en juin dernier avec ceux qui, précisément, bien sûr, et qui sont à l'origine de... Puis je vois pas de communiqué de François Hollande pour dénoncer les outrances de LFI. En fait, bien sûr, il n'y en a pas. Twitter et faire un communiqué. Bien sûr. Je déplore complètement ce qui se passe. Je ne vois pas ce que fait François Hollande. Non, mais ça c'est trop simple. Même tous ceux qui déplorent aujourd'hui, alors qu'ils se sont alliés et qu'ils ont déploré juste avant l'alliance et qui déplorent juste après, ça suffit ça aussi parce que c'est de l'hypocrisie totale. Mais ne rien faire. Là, il fait rien. Ils sont pas crédibles pour déplorer. Ils se sont alliés avec eux. Laurent Nunez ce matin sur Radio Luxembourg. Écoutons-le.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'exceptionnellement, ça n'est pas l'usage habituellement. Nous aurons des policiers qui seront prépositionnés à l'intérieur du stade, prêts à intervenir à tout incident, des policiers, donc en tenue. Et puis le RAID est toujours présent au Stade de France, ça c'est une règle, c'est la force spécialisée d'intervention qui est mobilisée pour intervenir en cas d'attaque terroriste, et ils seront évidemment bien présents. La seule réponse que moi je peux faire comme préfet de police, c'est de rappeler que nous sommes un grand pays, nous savons organiser des grands événements, nous l'avons démontré pendant les Jeux Olympiques, et voilà, donc on n'a pas à trembler à l'idée d'organiser ce match France-Israël. Les forces de sécurité intérieure, sous mon autorité et sous celle du ministre de l'Intérieur, répondront évidemment présents. Et on rappelle la position de Mathilde Panot, c'est-à-dire c'est ça la schizophrénie de François Hollande. Il est allié avec le nouveau Front populaire, dans lequel il y a la France insoumise, qui réclame l'annulation de France-Israël, et lui il va. Mais ça ne le gêne pas du tout. Ça ne le gêne absolument pas. Ça ne le gêne absolument pas. Écoutez Madame Panot. Nous demandons à ce que le match qui a lieu jeudi entre la France et Israël soit annulé. Évidemment, puisque ça a beaucoup agité l'actualité, nous déplorons toutes les violences physiques qui sont faites. Et je le redis, nous condamnons toute violence physique. Mais nous déplorons aussi une lecture partiale, politique et médiatique qui a été faite de la situation à Amsterdam, en omettant complètement les violences racistes qui ont été commises par les supporters du Maccabi Tel Aviv, notamment par l'agression d'un chauffeur de taxi, plus par diverses provocations qui ont été faites. Et nous redisons qu'il est important, puisque évidemment il y aurait un trouble très fort, que ce soit par l'organisation et la tenue du gala, mais aussi par le match France-Israël, que ces événements ne puissent se tenir. Éric Nolot. Non, mais c'est désespérant, scandaleux. Enfin, nous condamnons toute violence physique. Mais de qui contre qui? Qui a été lynché? Qui étaient les lyncheurs? Il faut quand même... Voilà. Combien de temps ça va continuer? En effet, juste avant, on a quand même mis le doigt sur le point principal. Moi, je n'attends rien de la France insoumise. Mais j'attends quelque chose de la zone grise, de François Hollande et d'autres qui doivent se désolidariser de ce genre de discours, de ce genre de comportement. En effet, et tous les intellectuels devraient prendre la parole publiquement pour dire, Éric, pas en notre nom, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas Georges Fenech. Non, je dis que c'est trop tard. Le simple fait qu'il se soit allié avec LFI, c'est trop tard. Il n'y a plus d'excuses. Et il y a un reniement aussi de ce qu'il a été pendant sa présidence. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Il a été un chef de guerre contre le djihadisme. Mais là, c'est une espèce de reniement que je trouve vraiment consternant. Ouais. Et concernant le gala qui doit se tenir aujourd'hui, la justice a tranché. Le tribunal administratif a dit que oui, le gala pouvait se tenir et a donné raison au préfet de police de Paris. Le président Diallo, président de la Fédération française de football, a pris la parole. Il y aura aussi plein de politique au match, sans doute beaucoup plus qu'il n'y en a d'habitude. De ce point de vue-là, l'équipe de France est aussi attractive, dit-il. Pour l'équipe de France. Bien sûr, Philippe Diallo, la ligne de la Fédération est d'essayer d'extraire le sport de la politique. Les valeurs du football sont de réunir le plus grand nombre, quelle que soit la nationalité, la confession et les croyances. Il a raison, Philippe Diallo. Il est à 211 pays affiliés à la FIFA. Pour pouvoir jouer tous ensemble, il faut que le temps du match, la seule différence entre les équipes, soit la couleur de leur maillot. Voici effectivement des paroles qui sont sages. Richard Millet, l'actualité. Alors, j'aime lire quand vous venez. Je pioche au hasard. Vous êtes une des personnes qui fait le plus rire, mais ça peut-être est personnel parce que le journal me fait rire. Et souvent, j'ai remarqué que je suis sensible à cet humour. 62 ans, il pleut, mal au ventre, au dos. Travaille à la 4e version d'Israël depuis Beaufort. Mon père m'appelle à l'occasion de mon anniversaire. Il vient de lire le discours musical de Arme Noncourt que je lui avais offert. Je boirai un verre ou deux de Glenlivet à ma propre santé. Ça me fait... Je sais même pas. Je trouve que c'est drôle et tout, mais ça vous fait rire vous aussi, donc c'est bien. Léo, la revue littéraire est une machine de guerre. Nous n'avons pas à nous soucier de la presse littéraire, notamment du monde des livres que personne ne lit. Léo, c'est Léo Cher. Léo Cher, oui. Bon, donc je le cite à chaque fois, le journal 2011-2019, c'est le tome 5. Bon, votre avis nous intéresse. Trump. Sur quoi? Sur Trump? Votre édito. Mon édito, mais j'aurais dû le préparer, là. Je vais devoir l'improviser. Donc, non, je me disais que l'élection de Trump, qui fait hurler beaucoup de gens, est intéressante par le fait suivant, en tout cas pour nous Français. C'est que d'un côté, on dénonce un peu partout ce qu'on appelle des autocraties
qui se mettent en place et dont Trump serait un parangon. Et de l'autre côté, en France notamment, en Europe mais en France, on voit un effritement de la nation. C'est-à-dire, vous avez la France qui recule un peu partout. Je ne parle même pas de sa politique étrangère, il n'y en a plus, mais en elle-même, si vous voulez. Nouvelle-Calédonie, Corse, bientôt les Bretons. La langue elle-même, si vous voulez, est en train de se déliter à grande vitesse. Ce qui se passe à Amsterdam se passe quotidiennement dans les banlieues. Donc, je ne sais pas, ça me fascine, vous voyez, cette espèce de... Plus l'autocratie monte, plus les démocraties, à l'heure actuelle, se défont. Voilà, ça me fascine. Je regardais aussi, en vous attendant, sans le son, parce que je n'entends pas très bien dehors, le corps de Trump, et de Musk et de ses ministres à venir. Je me disais, c'est des corps extrêmement puissants. Je m'explique. Par rapport au corps chétif ou rondouillard de, par exemple, M. Hollande ou de Emmanuel Macron, vous avez là des corps extrêmement, dans la puissance, peut-être est un peu vulgaire, mais en tout cas est manifeste. Je veux dire, Musk me fascine, non pas pour ce qu'il pense, mais peut-être pour ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Et il y a une espèce d'énergie extraordinaire chez ces gens-là, que nous n'avons plus en France ni en Europe, me semble-t-il. Et là, ça me fait dire que de toute façon, on est foutu. Ça, je le savais depuis longtemps. C'est ce que je dis chaque semaine. Mais juste une précision, quand vous décrivez les deux mouvements de la démocratie et de l'autocratie, si on suit votre raisonnement jusqu'au bout, l'un est indexé sur l'autre. En réalité, il y a une réaction autocratique parce qu'une partie de la population a le sentiment d'un délitement, d'un affaissement. Mais, bien sûr, mais je parlais de l'autocratie ailleurs, si vous voulez. Et par exemple, si vous regardez, puisque je parlais de corps, si vous regardez par exemple la tête de ce chef d'État voyou, là, Azerbaïdjan, il a une tête de serial killer dans un film. Non, il ressemble à un film allemand. Il ressemble à un des gendarmes à Saint-Tropez. Vous êtes gentil, non. Très différent de la perception, oui. Non, il ressemble à la brute et le trouillant. Non, mais les corps, alors, est-ce que les corps veulent dire quelque chose? Non, mais je trouve ça quand même assez choquant que vous parliez du petit corps rond du président de la République, alors qu'il passe des heures dans le sous-sol de l'Élysée à boxer et à essayer de se muscler. Il passe pas des heures. C'est choquant ce que vous venez de dire. Il passe pas des heures. On avait oublié... Pas des heures. Monsieur Hervouet, on avait oublié qu'il y avait eu un président qui s'appelait Hollande. On l'avait complètement oublié. Macron l'avait effacé. Vous voyez, il revient comme député, ce qui est déjà déshonorant, je trouve. Il devrait rester où il est. Il a été président, bon. Donc ne me dites pas qu'il n'est pas rondouillard. Ah oui, lui. C'est une analyse qui peut surprendre. Non, mais les corps parlent beaucoup. Les corps parlent beaucoup. J'ai lu récemment un texte de Julia Kristeva. Pardonnez-moi, ça fait très chier. Julia Kristeva, qui était la femme de Philippe Solers. En tout cas, la compagne. Voilà. La femme, l'épouse. Et elle dit, un des premiers textes de ce recueil, c'est... Quand je suis arrivé en France, j'avais déjà une idée du corps français et Philippe Solers l'a incarné. Je vois très bien ce qu'elle veut dire par là. C'est-à-dire qu'elle fait une image du corps, une espèce d'élégance et d'intellectualité qui, aujourd'hui, par exemple, n'existe plus beaucoup. Vous voyez, en France. Non, mais les corps parlent. C'est ça qui me fascine. Mais alors, les corps parlent pour aller au bout de la discussion en politique, mais aussi, par exemple, vous feriez la même analyse dans le théâtre français, dans le cinéma français Oui, dans le cinéma français, n'en parlons pas. Les corps ne parlent plus, ou quand ils parlent, on ne les entend pas très bien. Je veux dire qu'il y a une façon de parler, d'articuler ou de ne pas articuler chez les acteurs contemporains, récents, surtout les jeunes, je suis obligé de mettre les sous-titres maintenant, vous voyez. Et peut-être parce que vous entendez moins bien. Non, pas du tout. J'écoute avec des écouteurs toujours. Non, mais je souris parce que j'entends souvent des gens dire comme vous, on comprend rien de ce que disent... comme s'il y avait une technique qui était moins précise. On pourra en parler tout à l'heure avec Claude Lelouch, il sera là, tiens. D'accord. On parle des acteurs. Bon, l'autre sujet qui m'intéressait, c'était le Goncourt, parce que vous avez été souvent présent dans le Goncourt. Parfois même, on vous a attribué d'avoir écrit. C'était vrai pour laisser parler les gens, mais... Le film Les Bienveillants. Les Bienveillants. C'était de Jonathan Littell. On a dit que c'est vous qui l'aviez écrit, réécrit, édité. C'est une légende. Oui, c'est une légende, mais bon... Et puis alors, j'aime bien entre-temps quand même citer 2 ou 3 petites phrases de ce journal que je trouve drôle. Ce soir de l'hiver 2012, où un samedi il neigeait, j'allais dîner chez O. Tout s'est joué en quelques instants, avec K, J et O.
Impossible trio, avec Émilie en basse discrète mais continue. J'ai opté pour J, provisoirement. Ce qui était une erreur, je le sentais. Mais il neigeait, l'angoisse me taraudait, le vent soufflait, la tête me tournait un peu. J'avais une extrême envie de boire. J'ai choisi la facilité. Si j'avais pu boire à temps, peut-être en eût-il été autrement. Bon, enfin, c'est... Fort. La vie, Oui, mais... C'est fort. la vie se joue parfois sur Oui, mais ce c'est genre ça. de- Oui, mais oui. je trouve ça drôle. D'abord, je sais pas si les gens, ça les Non, mais fait ce rire qu'il faut, comme c'est qu'il moi. n'y a pas de surplomb, c'est-à-dire que c'est Oui. au niveau de l'instant. Qu'est-ce qui se joue dans l'instant entre, Oui. en effet, le fait de boire, une décision intellectuelle, la, Oui, mais la tournure je me du dis, soir, ces pauvres gens que vous rencontrez, c'est horrible parce que vous êtes toujours en train de penser autre chose que ce que vous faites. Alors vous dites, j'ai choisi la facilité. Je me dis, en permanence, vous regardez, quoi. Il n'y a plus d'authenticité, de sincérité, de spontanéité. Si, tout à fait. Il n'y a que ça d'ailleurs. On me l'a reproché. On me le reproche encore. Hmm. Vous voyez? Non, mais c'est un journal. Normal, c'est dans l'instant. Parfois, je m'arrête dans la rue, je prends des notes. Bon, et le Goncourt, vous en avez pensé quoi, Kamel Daoud, par exemple? Est-ce que, par exemple, ceux qui nous écoutent, là, ça va être, c'est souvent le premier cadeau de Noël, le Goncourt. Quand on ne sait pas quoi faire, hop, on achète le Goncourt et on le donne à tante Yvonne ou oncle Marcel. Non, c'est vrai. J'aime beaucoup les éditoriaux et les articles de Kamel Daoud dans Le Point, par exemple. Je trouve que c'est très mesuré et bien écrit. J'ai pas lu le Goncourt. Je me méfie a priori du Goncourt. Mais je pense que, comme le disait Éric Nolot tout à l'heure, en aparté, je pense que c'est un acte courageux, en effet, parce que vous avez vu les réactions que ça a déclenché en Algérie, donc qui est un pays totalitaire, et donc c'est intéressant par là même. Je pense que la littérature, là, lorsque l'auteur est menacé, ou en tout cas est passé sous silence dans son propre pays, a quelque chose à dire. Voilà, donc pour ça, c'est très bien. Merci évidemment toujours d'être avec nous régulièrement. Je sais que vous êtes le seul plateau de télévision sur lequel vous êtes invité, puis vous allez rester bien sûr avec nous. Enfin, c'est quand même Richard Millet, d'un des plus grands écrivains contemporains moi je me réjouis que ce soit ce plateau qui soit le seul à l'accueillir, enfin que nous soyons le seul à l'accueillir est absolument consternant et c'est injustifiable en réalité. C'est une situation d'exclusion sociale qui est, si c'était le cas d'un écrivain médiocre, bon, on s'en consolerait, mais c'est un des plus grands écrivains contemporains, je le répète, il y a quelque chose qui ne va pas. Les maisons d'édition. Mais bien sûr. Non, mais c'est... Bon, on peut rappeler, c'est parce que vous aviez écrit un livre sur Andrea Breivik, j'espère que je le dis bien, terroriste, dont le titre avait été provocateur, parce qu'il y a de la provocation chez vous, mais cette provocation, elle est au service de l'intelligence, me semble-t-il, et que si on prend le second degré pour du premier degré, on est tous fichus, et que vous aviez subi une campagne de Annie Ernaux. Menée par Annie Ernaux. Voilà. Qui est d'autant plus étonnante qu'elle-même est une écrivain et devrait pouvoir accepter une parole différente, et puis c'est le monde des intellectuels. Mais j'ajoute juste une chose, parce que le deux poids, deux mesures ajoute à notre indignation. Madame Virginie Despentes fait l'éloge public écrit des frères Kouachi, les massacreurs de Charlie. Ça ne l'a pas empêché, très peu de temps après, d'intégrer le jury Goncourt. Elle a été jurée Goncourt. Oui, mais là, c'était même pas l'éloge que vous aviez fait. Non, là, il y avait un éloge chez Virginie Despentes. Comment ? J'avais fait un anti-éloge. Voilà, bien sûr. C'est comme la phrase que vous aviez dit ici une fois, qui a été mal interprétée en septembre, où vous disiez l'exact contraire de ce qu'on vous faisait dire. C'est toujours la même chose. Ouais. Bon, avant la pause, un mot sur la soirée d'hier, Monsieur Gauthier Lebray, parce que on dit tout aux téléspectateurs. Oui. On a eu une émission hier avec Jordan Bardella, que moi j'ai trouvé intéressante. Je me suis fait le reproche moi-même d'avoir été trop long sur la première partie où on parlait d'une émission de télévision, et puis ça aurait dû s'enchaîner peut-être plus rapidement. Mais évidemment, on interroge Jordan Bardella comme un autre homme politique, c'est bien normal. Et puis, il a été, dans ses réponses, il a plutôt été convaincant hier dans ses réponses. Simplement, je sais qu'il n'est pas forcément content de cette interview. Hier soir, vous étiez au lancement du livre, donc on peut le dire, tout ça n'est pas très grave. Hier soir, j'étais au lancement du livre, comme toute la presse qui était là, nombreuse. Donc, sur l'interview d'hier, en fait, il y a maintenant... Avec l'élection de Trump, le débat de la dédiabolisation, méthode qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, est relancé, puisque
La première question, en gros, c'est vous voulez faire plaisir au système. Bien sûr, mais c'est une question. Et pour faire plaisir au système. Et l'analyse de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui me semble-t-il est la bonne, c'est de dire que l'Amérique n'est pas la France. Trump peut être élu aux États-Unis, ne l'aurait jamais été en France, et tous les sondages vont dans ce sens. Et Trump, c'est Jean-Marie Le Pen, donc ça marche aux États-Unis, ça marche pas en France, et c'est donc le RN avant des diabolisations, époque FN, époque Jean-Marie Le Pen. Et face à cela, ça a des répercussions en France, puisque Éric Zemmour pense que Marine Le Pen a la mauvaise stratégie et qu'il ne faut pas se dédiaboliser et qu'il faut rentrer dans le mur du système. Après, il y a des résultats électoraux. On voit bien qui a été en tête aux européennes, on voit bien qui a été en tête au premier tour des élections législatives, et on voit bien qui a été au second tour des élections présidentielles. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on est attaché de presse de personne, ni de Jordan Bardella, ni de Sarah Knafo, ni d'Éric Zemmour, etc. Éric Zemmour, moi, il m'a fait plein de reproches une fois lorsqu'il était venu sur le plateau. Tous les deux pendant la présidentielle. Parce que justement, quand Jordan Bardella hier a dit vous souteniez Éric Zemmour, franchement, les attaques les plus rudes, ce sont souvent les attaques du clan d'Éric Zemmour quand on reçoit Éric Zemmour ou quand on reçoit Sarah Knafo. Quand on débriefait sa campagne ensemble. C'est très curieux parce que ce sont des professionnels quand même de la communication et ils savent parfaitement qu'être agressé sur un plateau de télévision, ça vous rend extrêmement sympathique à tous ceux qui regardent l'écran. Je ne l'ai pas agressé. Non, vous ne l'avez pas agressé. Pas, en tout cas. Le fait d'avoir un peu de répondants et un peu d'exigence de la part de l'intervieweur est plutôt un bon point pour l'interviewé. Parce que quand vous agressez vos chroniqueurs, mais je vous dois dire, chroniqueurs deviennent immédiatement très sympathiques. On monte dans l'opinion. Voilà. Mais d'abord, c'est vous qui faites l'émission, c'est vous qui êtes responsable de l'audience, c'est votre intelligence, c'est votre intelligence. Moi, je suis l'émission, mais pas du tout. Je suis qu'un passeur de plat. C'est ça. C'est vous qui êtes tout. Mais si, je pense vraiment ça en plus. Raté une carrière de comédien. Ah, pas du tout. Ah non, je suis pas du tout comédien. D'ailleurs, on va en parler à l'autre. Non, on n'est pas comédien nous. On peut être cabot, parfois, je vous le dis souvent, mais on n'est pas comédien, c'est autre chose, comédien. Franchement, j'aime beaucoup les comédiens et je sais bien qu'on n'est pas comédien. En tout cas, moi. Je vais vous laisser. A priori, je vous dis venir jusqu'à 10h. Tiens à dire aux téléspectateurs que vous me chassez l'antenne. On va être permis cette réflexion. Vous êtes comédien, vous pourriez. Je le prends mal. Il n'y a pas de petit conflit. Très bien, bonne sortie. Bon, merci. Et Claude Lelouch. Va être là. C'est dommage. Et alors là, respect. Voilà. Claude Lelouch. Un génie est avec nous. À tout de suite. Claude Lelouch est avec nous et c'est un bonheur, vraiment, que vous soyez là avec cette musique. On cite parfois la musique d'un homme et une femme, mais souvent même, mais celle-là, je la trouve absolument formidable. Itinéraire, ouais. Itinéraire d'un enfant, Francis Lay. Eh oui, Francis Lay, il me manque beaucoup. Et puis aujourd'hui, alors, c'est une journée particulière parce que d'abord c'est le 13 novembre. Et vous devez être un peu tendu forcément parce que c'est la sortie d'un film. Oui. Finalement, très joli titre. Finalement, bah oui, écoutez, à l'âge que j'ai, je suis en train de faire des choses pour la dernière fois, vous voyez ce que je veux dire? On passe sa vie à faire des choses pour la première fois, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on fait aussi des choses pour la dernière fois, et maintenant, à chaque fois que je vais faire un film, alors celui-là, je vais l'appeler Finalement, parce que c'est peut-être le dernier, mais comme j'ai envie d'en faire un autre, ça s'appellera Finalement, ça finira jamais, voilà, comme ça. Et c'est ça, parce que j'ai eu Didier Barbelivien ces dernières heures au téléphone, qui m'a dit que vous êtes déjà... Ça, c'est le 51e film, et vous êtes déjà dans le 52e film. Somaya Labidi nous rappelle les titres, et on parle évidemment à la fois de votre carrière. Est-ce qu'on peut parler de votre carrière ? Tout le monde la connaît, votre carrière. Tout le monde connaît les films, bien sûr, mais on parlera de l'actualité également, et puis de ce nouveau film. Somaya, c'est à vous. Un adolescent français d'origine tchétchène né en 2008 a été mis en examen et placé en détention provisoire la semaine dernière pour un projet d'attentat terroriste sur le territoire. Une information judiciaire a été ouverte. 10 jours après la mort d'un jeune de 19 ans sur un point de deal près du CHU de Pontchaillou, nouvelle agression mortelle au couteau hier midi à Rennes. Un homme de 49 ans a été poignardé dans le dos. La victime est décédée peu de temps après l'arrivée des secours. Le principal suspect, lui,
est toujours en fuite. Et puis, pas de répit pour les Espagnols. Alors que le pays pleure ses 223 morts depuis 10 heures ce matin, une nouvelle alerte rouge a été déclenchée en Andalousie, en Catalogne. Une nouvelle alerte qui fait d'ores et déjà craindre le pire aux autorités. Merci beaucoup, Somaya. C'est vrai que ceux qui aiment vos films savent reconnaître d'un film à l'autre un style, des comédiens et puis aussi des prises de parole. Souvent, c'est vous qui parlez. Et Pierre Vernier, l'autre jour, est mort. Et quand Pierre Vernier est mort, qui était un comédien merveilleux, j'ai pensé immédiatement à l'homélie qu'il fait dans Itinéraire. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui parlez quand il cite Belmondo et qui dit « Quand il était avec la famille, il me disait qu'il croyait à la famille. Oui. Quand il était avec ses amis, il me disait qu'il croyait... » Ce côté multiple que vous pouvez avoir, personnalité éclatée, d'aller partout et d'aimer tout, j'ai vraiment l'impression que c'est vous. Oui, vous savez, moi, je suis une concierge. Tout m'intéresse. Tout. Et j'aime tout. J'aime tout parce que la vie est un jeu extraordinaire. Extraordinaire, c'est... On n'a pas inventé un jeu aussi merveilleux, aussi diabolique. Le seul emmerdement de ce jeu, c'est les tricheurs. Voilà, il faut repérer les tricheurs, parce que c'est eux qui sont à l'origine de tous nos emmerdes. Voilà. Et en plus, les tricheurs sont les plus sympas. C'est eux qui ont le plus... enfin, les femmes adorent les tricheurs, les voyous, c'est bien connu. Tout le monde, on est là. C'est pour ça que j'ai filmé autant de tricheurs dans mes films, parce qu'on ne s'ennuie pas avec eux. On ne s'ennuie pas, et comme on ne s'ennuie pas avec eux, évidemment, ils nous amènent à la faute très vite. Donc ça permet de faire des histoires incroyables, comme L'Aventure, c'est l'aventure, ou La Bonne Année, ou le film que je viens de faire. Donc si vous voulez... Il y a dans ce jeu extraordinaire qui mélange le poker, les échecs et le Monopoly, c'est le jeu de la vie. Voilà. Et donc ce jeu me fascine, me passionne. J'ai passé ma vie, si vous voulez, à filmer des hommes et des femmes qui me semblaient un peu moins dégueulasses que les autres. Des hommes et des femmes que j'avais envie d'avoir pour amis, et puis des femmes que j'avais envie de prendre dans mes bras. Voilà. Donc, oui, mais alors, quand vous parlez des femmes, justement, l'autre jour, vous disiez, ça m'a surpris, vous avez dit, bah oui, on peut changer de femme quand on trouve mieux. Mais c'est quoi de trouver mieux qu'une femme qu'on aime, si on aime sa femme? Alors, ça m'a surpris. Quand je dis qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est parce que c'est vrai, que ce soit pour une voiture, une femme, un frigo, n'importe quoi. Ah oui, bah attendez, un frigo, oh là là. Non, mais oh là là, c'est pas... Mais non, mais ça nous tire vers le haut, ça nous oblige à être de mieux en mieux, ça nous oblige à s'améliorer. On peut aimer une femme toute sa vie si on bat tous les jours des records, si on l'épate de tous les jours. Qu'est-ce que c'est que l'amour? On passe par l'admiration. Moi, aujourd'hui, je suis avec Valérie Perrin, je suis plein d'admiration pour cette femme, et cette admiration, c'est de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est de l'admiration. On aime les choses qu'on admire, voilà, donc ça nous tire vers le haut. Et c'est très très important. Un couple, c'est pas une assurance vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mériter tous les jours l'autre. Est-ce que c'est vrai pour le cinéma? Est-ce que vous avez l'impression d'aller toujours plus haut? Est-ce que vous êtes plus fier de vos derniers films que des premiers? Vous avez l'impression de progresser? Oui, j'ai fait 51 films, 51 fois, je suis retourné à l'école. On n'en finit pas d'apprendre, et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est fantastique. Moi, j'ai passé ma vie à aller à l'école, et puis j'ai plus appris de mes échecs que de mes succès. Je veux dire que quand un échec, c'est comme si on redoublait une classe. Voilà. Un succès, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas expliquer un succès, c'est un miracle. Les miracles, on ne peut pas les expliquer. Mais les échecs, oui. Et les échecs, il faut les prendre à son compte. Si vous plaidez coupable, vous faites des progrès. Si vous dites c'est pas de ma faute, vous ne progressez pas. Et donc j'ai fonctionné comme ça toute ma vie. Et c'est ma curiosité qui fait que je m'intéresse à tout. Mais vraiment à tout. Tout m'intéresse. Mais quand, par exemple, dans la relation amoureuse, pour justifier parfois une infidélité, vous dites je suis un reporter de la vie et je suis allé voir ailleurs pour voir ce qui se passe, je suis sûr que dans une discussion conjugale le soir, dire à sa femme chérie, je suis un reporter de la vie, je t'ai trompé, mais je t'adore, mais je voulais voir ailleurs, c'est pas facile. Hein. Mais vous savez, les femmes mariées devraient remercier les maîtresses. Hein. Parce qu'il y a des retours impressionnants. Je veux dire que très souvent, quand on va ailleurs, on est content de rentrer à la maison. Hein. C'est la phrase de... Là, on va avoir des problèmes. Là, on va avoir de grands problèmes. Non, mais... Cher Claude, là, je vous assure, en régie, souvent je dis que les fractures sont générationnelles. J'ai dans l'oreillette une jeune femme
Déjà, la comparaison entre les femmes et les frigos, j'ai eu le droit à une première remarque. Mais vous avez la deuxième, elle a très bien compris. Non, vous n'avez pas très bien compris. Sarah Salman. Non, mais expliquez-nous. On est constamment dans l'amélioration du monde. Ce monde dans lequel on vit, on n'en finit pas de l'améliorer. Et moi, je m'en aperçois. Aujourd'hui, on a un monde extraordinaire. On a tous les outils aujourd'hui pour fabriquer un monde nouveau ou précipiter à la fin du monde. Jamais on n'a été dans une époque aussi importante, aussi charnière, aussi folle. Mais c'est vrai que la beauté a des vertus absolument incroyables et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, nos yeux ne peuvent pas s'empêcher de se promener, de se balader et de voir des choses. Voilà. Et donc il faut vivre avec tout ça. Oui, tant que c'est que les yeux qui se baladent, ça va. Tant que c'est les yeux. Mais évidemment, tant que c'est les yeux. Ah, je ne sais pas ce que vous avez cru. Moi, j'avais cru comprendre que l'infidélité, finalement, c'était une manière d'explorer et que c'était presque bien. Quand on tombe, quand on rentre dans l'infidélité, c'est parce qu'à un moment donné, on a un coup de cœur, c'est parce qu'à un moment donné, on a des doutes, c'est parce qu'à un moment donné, on n'est plus sûr de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est qu'on aime plus sa femme. Pas forcément. Non, pas forcément. Claude Lelouch, pas forcément. Là, non, on pas forcément. C'est-à-dire que vous-même, quand vous aviez 40 ans, que vous étiez au sommet de votre art, mais aussi de votre vie, forcément, il y a plus de tentations. C'est vrai aussi pour tous ces acteurs que vous avez rencontrés. Il peut, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, la tentation, parce que tout le monde vous regarde, elle peut faire que de temps en temps, l'infidélité peut exister. Mais pardonnez-moi, c'est pas forcément. Vous aimez votre femme ou votre mari, vous ne trompez pas? Non, mais je vous le dis franchement. Mais j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Tous les chemins mènent à l'amour. Et voilà. Et donc, toutes les secondes qu'on ne consacre pas à l'amour sont des secondes perdues. En tous les cas, moi, c'est le message que j'ai essayé de transmettre. Mais un homme, ça s'empêche, comme dit souvent Camus. La discussion est quand même curieuse parce que quand Claude Lelouch dit parfois, on va avec on a des expériences extra-conjugales, on est content de revenir avec sa femme. Là, non, mais écoutez, moi j'entends ça comme une expérience. J'ai pas de jugement moral à porter. C'est quelqu'un qui me fait part d'une expérience. Et on lui oppose un principe moral en disant non, ce que vous dites est impossible. Je constate que dans certains cas, c'est possible. Non. Moi, je porte pas de jugement moral. J'écoute un homme qui relate une expérience. J'écoute l'expérience qui est manifestement positive, mais pour madame qui écoute ce retour d'expérience, si elle l'apprend, je suis pas sûre qu'elle apprécie beaucoup. Faudrait lui laisser la parole. Peut-être qu'elle a envie aussi de faire une expérience de son côté. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr, la liberté, elle est dans tous les sens. Mais vous, ça vous est. Moi, j'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, puisque vous avez beaucoup parlé de votre vie sentimentale à l'écran, j'ai l'impression que il n'y a pas eu de retour. J'ai l'impression que une fois que l'amour a passé, ou que il n'y a pas de retour. J'ai le sentiment. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, mais écoutez, on peut pas expliquer l'amour, parce que si on pouvait l'expliquer l'amour, d'abord, on pourrait le faire durer beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, le grand problème de l'amour, c'est que il est limité dans le temps, et il y a plusieurs façons d'aimer. La plus belle de toutes, c'est l'admiration. Je veux dire qu'aujourd'hui, je suis marié avec Valérie Perrin, j'ai une telle admiration pour ce qu'elle fait, son travail, que à chaque fois que je la croise, je la vois, j'ai envie de la sublimer, de l'encenser, de la protéger. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous diriez que vous aimez aujourd'hui de l'amour. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous aimez Valérie Perrin comme vous aimiez toutes les autres femmes qui ont traversé votre vie? Non, chaque femme m'a fait grandir. Je leur dois tout. J'ai toujours dit que les femmes étaient des hommes réussis. Je l'ai toujours dit. Je le répéterai toujours. Je crois au recyclage des vies. Je crois au recyclage. Je crois d'abord qu'on a des vies d'hommes. On est des enfants. Des enfants, et c'est pour ça qu'on nous pardonne beaucoup de choses, parce qu'on va dans tous les sens. Ensuite, on a des vies homosexuelles. J'en suis intimement convaincu. Ensuite, on a des vies de femmes. Les femmes, c'est vraiment, elles sont toutes plus vieilles que moi. Toutes les femmes que j'ai eues, même celles qui étaient plus jeunes, elles sont plus vieilles que moi, elles ont plus d'expérience que moi, elles sont plus raisonnables que moi. Elles vont beaucoup plus loin, on leur fait plus confiance. Moi, autour de moi, j'ai plus de femmes qui travaillent avec moi que d'hommes. J'ai plus confiance dans leur travail. Donc, si vous voulez, elles m'ont fait grandir. De ma mère à Valérie Perrin, elles m'ont fait grandir. Et tous les films que j'ai faits, je les ai dédiés aux femmes. Et qu'est-ce que vous appelez les vies homosexuelles? C'est la vie entre... Je les aime de plus en plus. Et qu'est-ce que vous appelez les vies homosexuelles? C'est la vie entre copains? Comment? Les vies homosexuelles des hommes, c'est au sens, comment dire, sexuel ou au sens la vie entre copains? Non, c'est un moment charnière, c'est une bascule entre l'adolescence et puis d'un seul coup la maturité. Je veux dire que nous, les hommes, on est des enfants. On est des enfants, et c'est pour ça qu'on nous aime avec tous nos défauts. Mais on est moins fiables que les femmes.
Voilà, et je procède que par observation. Mes films sont le résultat de mes observations. Je vous dis, je suis rien d'autre qu'un reporter on a des photos humain qui me fascine. Voilà. On a des photos à vous proposer, puisque ce sont... D'abord, je montre ce livre qui est formidable, le cinéma... c'est mieux que la vie. Et là, alors, on voit... Alors, ce qui est formidable, lorsqu'on voit toutes ces photos, c'est évidemment les acteurs que vous avez fait tourner. Là, c'est Jeremy Irons, que je viens de reconnaître. Là, c'est Belmondo. Parmi les films qui resteront de vous, Itinéraire d'un enfant gâté, avec Richard Anconina, avec, évidemment, Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant. Ça doit être sur un homme et une femme, 20 ans déjà. Mais on peut revenir sur Belmondo et Anconina parce que vous avez cette chance d'avoir d'abord des films cultes et puis parfois des scènes cultes. Des scènes que tout le monde a vues, revues et que chacun peut voir. Et la scène où Belmondo lui dit « Toi, t'as souvent l'air étonné », ça, c'est un miracle. Je ne sais pas si elle était écrite avant, je ne sais pas si vous l'aviez pensé avant. Non, quel miracle! Non, ça fait partie de ces observations. Je veux dire, encore une fois, je me souviens quand j'ai écrit cette scène des bonjours et de l'étonnement, elle n'était pas dans le scénario, elle n'était pas prévue dans le film. Bon. Et un matin, j'allais sur le tournage et à la radio, j'ai entendu un mec qui disait « Ah, c'est très important de savoir dire bonjour ». Et je me suis dit « Mais ça peut faire une scène extraordinaire ». Et c'est vrai que c'est important de dire bonjour. Parce que si vous dites bonjour avec un joli sourire, c'est le plus beau des passeports. Moi, j'ai vu très souvent les mecs à la douane. Si vous savez dire bonjour au douanier et si vous avez un joli, ils se foutent de votre passeport. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus beau des passeports, c'est la façon de dire bonjour et de sourire à ceux qui rient, qui rient jaune, ceux qui les faux culs, les machins. Non, ça passe pas. Mais un vrai sourire. Vous savez, la vérité, elle est dans les yeux. On peut tout dire avec les paroles. Oui, sauf que les comédiens trichent. Comment? Sauf que les comédiens trichent. Attendez, ce sont des comédiens quand même. Oui. Parce que dans leur vie privée, ils ne sont pas... Moi, je me donne beaucoup de mal pour pas qu'ils trichent. Oui, mais dans les comédiens, parfois, j'ai envie de dire, faudrait les laisser à l'écran et peut-être pas les voir dans la vraie vie, parce qu'ils sont comme nous tous. Parfois, ils sont pas forcément formidables. Mais cette vérité-là, elle passe dans vos films, à vous. Mais bon, est-ce qu'elle est aussi dans la leur? Parce que je leur laisse pas le temps de jouer. Quand Anouk Aimé descend du train à la fin d'un Noël, elle ne sait pas que Jean-Louis Trintignant va l'attendre. Quand Annie Girardot attend Belmondo, il faut savoir s'il va descendre de l'avion ou pas, elle ne sait pas. Vous voyez, donc je joue... Quand je tourne un film, il y a énormément de choses que je cache à mes comédiens. Et ils découvrent les événements pendant le tournage, parce que les personnes qui reçoivent les événements sont plus importantes que ceux qui les donnent. Alors, comme je suis parfois nostalgique, et je vais me faire le porte-parole de ce que j'entends souvent, Claude Lelouch, beaucoup, et tout à l'heure, Richard Millet, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui est sur ce plateau, parlait des comédiens d'aujourd'hui. Bon. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disent, Lino Ventura, Belmondo, Delon, etc., on peut en citer Annie Girardot, Pierre Vernier, Françoise Fabian, avaient une épaisseur. Était-ce leur formation par le théâtre? Était-ce autre chose qu'on ne retrouve pas forcément dans la jeune génération d'aujourd'hui? Il y a pourtant sûrement des comédiens formidables, et il y en a, bien évidemment. Il y en a. Magimel, Lindon, que vous avez fait tourner. Bon, on peut en citer beaucoup, beaucoup. Mais globalement, ils ont le sentiment que ces comédiens-là avaient une épaisseur. J'emploie le mot épaisseur, je ne sais pas si c'est le bon. Ventura symbolise ça, bien sûr. Quel est votre avis? La nouvelle génération est très forte. Elle est très forte parce qu'elle s'est nourrie justement de tous ces acteurs qui ont appris le métier. Il y a, vous savez, les nouvelles vagues, elles arrivent en permanence. On ne peut pas dire que Belmondo, il me manque, Ventura me manque, enfin je veux dire, si je vous lis, Jean-Louis Trintignant, je m'en suis pas remis, vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais là je viens de tourner avec Cadmerade, il a réussi à m'épater, vous voyez, il a réussi à m'épater, il a réussi encore à me faire rêver, voilà, donc si vous voulez, non, il y a plein de comédiens merveilleux, il y a plein de nouveaux metteurs en scène merveilleux, non. Et le cinéma est un art de nouvelles technologies. On n'en finit pas d'inventer les 1000... Aujourd'hui, il y a 8 milliards de gens sur la Terre qui filment. Nous sommes tous des cinéastes. Oui, mais alors ça, je ne sais pas... Non, justement. Si. Bah non, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Un peu mieux que d'autres, bien sûr. Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que justement, il y a trop d'images.
On est saturé d'images. Ben oui, c'est et parfois, on voudrait en enlever pour être un peu vierge, oui, justement, lorsqu'on veut voir un film. C'est pour ça que les stars d'aujourd'hui résistent moins au temps qui passe. Parce que trop de cadeaux tue le cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a jamais vu autant de choses. Moi, quand j'ai grandi, il y avait une chaîne de télévision. Alors justement, quand vous avez grandi, et ça c'est intéressant, la Shoah est très présente dans vos films, très présente. Et tous ceux qui connaissent tous vos films, évidemment, je pense, les uns et les autres, qui est un film absolument bouleversant, formidable. Et vous êtes né dans un monde, je crois que c'est Elsa Silberstein qui disait ça l'autre jour, qui dit ce qui est important chez Claude, c'est de savoir qu'il est né avant-guerre. Et c'est vrai que la fracture, les enfants qui ont connu la guerre ne sont pas les mêmes. Bon, vous avez grandi dans cette atmosphère et vous arrivez à la fin de votre vie et vous retrouvez une période qui n'a pas existé ou plus existé depuis 1945, l'antisémitisme présent, qui inquiète évidemment les Juifs qui disent, les Français juifs qui disent je vais peut-être partir en Israël. Et on retrouve quelque chose, ce qui s'est passé à Amsterdam jeudi dernier, où un pogrom, pour la première fois dans l'Europe, la chasse aux Juifs. Et je citais un ami qui me disait la chasse est ouverte, Pascal. Il m'a dit vendredi matin la chasse est ouverte, Pascal. Quel est votre regard, vous qui êtes un éternel optimiste? Ma mère était catholique, elle s'est convertie au judaïsme par amour pour mon père et pour que je sois juif. Voilà. Donc, si vous voulez, même après cette conversion, j'ai continué à aller à l'église avec ma mère et à la synagogue avec mon père. Bon. Pour moi, toutes les religions racontent le même scénario. C'est la mise en scène qui change. Voilà. Et donc, si vous voulez, j'ai grandi dans la tolérance totale. J'ai beaucoup de respect pour toutes les religions, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient, parce que c'est quand même le dernier recours pour les gens très malheureux. C'est dans les églises, dans les mosquées qu'on voit les gens les plus malheureux qui, à un moment donné, parlent avec le divin, puisque plus personne ne veut leur parler. Donc il faut avoir énormément de respect. Et moi, je suis pour une zone de tolérance infinie. L'antisémitisme, j'ai grandi avec. Moi, ma mère me cachait dans les salles de cinéma pour échapper à la Gestapo. On était recherchés par la Gestapo. Bon, donc, si vous voulez, l'antisémitisme, ça fait partie de l'histoire des Juifs. Et c'est aussi ce qui leur donne une force extraordinaire parce qu'ils ont toujours besoin de convaincre du contraire. Donc, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, moi, à chaque fois que j'ai connu un échec, c'est là que j'ai fait des progrès. Bon. Le peuple juif, compte tenu des contraintes auxquelles il est confronté en permanence, est obligé en permanence de faire des efforts, de battre des records. Il est obligé de se manifester de 1001 façons. C'est à la fois touchant, bouleversant, et voilà. Et donc, on ne changera pas ça. On ne changera pas ça. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, mais les copains à l'école me disaient moi, j'aime pas, mais toi, je t'aime bien, t'es mon juif. Il y avait toujours un juif qu'on aimait un peu plus que les autres. Voilà. Donc si vous voulez, rien ne va changer. Il n'y a pas plus d'antisémitisme aujourd'hui qu'avant, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a plus de médias qui en parlent. C'est surtout ça. Voilà. Les chiffres sont Votre réponse me surprend. Oui. Comment? Votre réponse me surprend. Mais non, écoutez, cet antisémitisme, il faut faire avec, il vit avec. Ou alors il était latent, mais il n'existait pas de... Non, mais il joue par pointe. Moi, j'ai 87 ans, je l'ai vécu toute ma vie. Toute ma vie, et ça m'a donné des forces. Ça m'a donné des forces. Avec mes potes, avec les gens. Je sais pas... ce sont des forces qui sont tout à fait irrationnelles, qui fait qu'à un moment donné, on a envie de convaincre. Moi, derrière un film qui ne marche pas, j'ai envie d'en faire. Tous mes grands succès, je les ai faits derrière des échecs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette contrainte permanente oblige... Sur le 7 octobre, vous écrivez « Je crois au pardon ». Je l'ai d'ailleurs exprimé publiquement à la suite des événements du 7 octobre 2023 en Israël et à Gaza. Ce que j'ai dit a immédiatement entraîné une polémique, certains l'analysant comme de la faiblesse. Mais pour moi, l'art du pardon et l'échelle supérieure de l'intelligence, le pardon a toutes les vertus, alors que la violence ne génère que de la violence. À mon seul niveau, à chaque fois que j'ai eu le courage de plaider coupable après avoir commis une erreur et de demander pardon, les choses se sont arrangées. Je ne connais pas de meilleur baume. Mais sauf que le Hamas, il ne va pas demander pardon à Israël. Écoutez, la vengeance œil pour œil, je ne sais plus qui a dit, ça nous rend aveugles. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut stopper. Je crois au pardon. Je crois au pardon. D'ailleurs, vous étiez intervenu auprès de Belmondo, qui était fâché avec ce que je ne savais pas, avec Charles Gérard.
Oui. Je ne sais pas pourquoi ils étaient fâchés depuis 5 ans. Oui, ils étaient fâchés, puis j'ai dit à Jean-Paul, écoute. Et puis il l'a appelé, il a dit, écoute, on oublie tout. Et en 2 secondes, ils sont devenus les meilleurs copains du monde. Donc encore une fois... vous êtes fâché, vous, avec certaines personnes du métier ou avec certains comédiens avec, Non, il y a des gens que je vois un peu plus que d'autres, c'est tout. Mais je ne suis pas fâché. Puis j'ai une faculté, je sais demander pardon. À chaque fois que j'ai le sentiment d'avoir été trop loin, d'avoir commis des erreurs, je sais demander pardon et ça arrange pas mal de choses. Là, vous parliez de l'antisémitisme quand vous étiez jeune. La scène, lorsque le petit garçon, on lui demande de se déshabiller dans l'église, avec, c'est la mère de Jacques Villeray, dans Les uns et les autres, qui joue une professeure, et puis vous avez ce soldat allemand qui passe une scène formidable. C'est dans Les uns et les autres. Dans Les uns et les autres, et puis... vous avez la maîtresse qui dit tu vois, on a bien fait de te le faire apprendre le Notre Père. Donc ce policier, cet Allemand vient vérifier s'il y a des enfants juifs dans la classe. Il leur fait baisser leurs pantalons pour des raisons que vous imaginez. C'est une scène que vous avez vécue ? C'est une scène que j'ai vécue en 1943. J'étais à Saint-Joire, dans une école. On se cachait du côté de Saint-Joire, dans un petit village. Et puis à un moment donné, on a appris qu'il y avait un enfant juif qui était dans l'école. Donc l'officier allemand et 2-3 Allemands sont arrivés, sont entrés dans l'école et ont demandé à tous les petits garçons de baisser leurs pantalons. Et évidemment, à un moment donné, il s'est aperçu que j'étais circoncis et la maîtresse a été géniale. Elle m'a dit non, lui, c'est parce qu'il fait pipi de travers, donc on a été obligé de l'opérer. Et après, l'officier allemand dit non, ça raconte pas. Et elle dit, mais vous savez, en plus, il est catholique, vous allez voir, il va vous réciter sa prière. Et on avait donc un curé m'avait appris les prières catholiques, ma mère m'avait appris et je lui ai récité Notre Père qui es aux cieux, votre nom soit sanctifié. Je la connais encore, vous voyez. Et c'est parce que j'ai récité cette prière catholique qu'on m'a laissé partir et qu'on a cru que j'avais effectivement un problème avec mon zizi. J'invite tout le monde à revoir Les uns et les autres. Et notamment le ballet de Georges Donne à la fin. Il y a Nicole Garcia, il y a Robert Hossein, le film est époustouflant. Mais ce que peu de gens ont dit, c'est que lorsque Céline Dion a chanté sur la Tour Eiffel, en face du Trocadéro, en fait, c'est la même scène finale que Les uns et les autres, où c'est Géraldine Chaplin qui chante. Et c'est Georges Donne qui danse. Et qui danse. C'est ça qui est très étonnant. Je ne sais pas si ils ont eu cette idée en voyant... Ça fait partie des coïncidences. Il est probable que peut-être ça leur a donné une idée. Pourquoi pas Bon, je ne vous demande pas le film que vous préférez dans votre filmographie, parce que c'est une question... Non, c'est comme si vous me demandiez lequel de mes enfants je préfère. Voilà. Donc ils m'ont donné... Je dirais même que ceux qui n'ont pas marché m'ont peut-être... fait faire de gros progrès, voilà, et on fabriquait le... Je crois que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si sur le moment, ça fait très mal. Et surtout quand ça fait très très mal. C'est un peu le sujet de Finalement. Alors de Finalement, parlons de Finalement, vous avez raison, on va voir peut-être une bande-annonce de Finalement avec Cadméral, une nouvelle génération. Alors Richard Millet, vous qui êtes plutôt un intellectuel, disons-le, chez Gallimard, est-ce que le cinéma de Claude Lelouch, vous l'appréciez, vous l'aimez ? Parce que les intellectuels, ils en prennent pour leur grade. Hein. Il y a une scène historique, là aussi, culte, dans La Bonne Année, où vous avez 5 personnes qui sont en train de parler des films, justement, de Lelouch. Scène formidable, d'ailleurs, qu'on peut revoir aujourd'hui. C'est pas toujours sa tasse de thé. Les intellectuels ne l'ont pas épargné. Certes, mais il a fait notamment un de ses premiers films, qui est un film terrible, sur, ou plutôt contre la peine de mort, dans lequel on voit Amidou, c'est ça ? Amidou. Claude Lelouch avait demandé que le véritable bourreau joue le rôle du bourreau de la guillotine. Et il avait voulu qu'on prenne la vraie guillotine. Bon, ça a été interdit. Et c'est une scène terrible parce qu'il avait demandé à Amidou, ou il avait enfermé Amidou, si je me souviens bien, pendant 48 heures dans une chambre d'hôtel, afin qu'il soit... Amidou est condamné à mort, afin qu'il soit, disons, le plus proche possible de l'État et dans lequel il est condamné à mort. Et c'est un film qui m'a terriblement marqué et qui est complètement à l'écart de la réputation de ce que vous pouvez faire. N'oubliez jamais ça. Même chez les cinéastes dits populaires, il y a toujours quelque chose de véritable
d'authentique. Voilà. Et comment ? Et c'est pour ça que le cinéma, c'est comme le roman populaire d'ailleurs, tout ce qui est populaire est intéressant quand ça touche le public, un chanteur, bien évidemment. Alors, voyons un extrait de Finalement, parce que allez voir ce film qui est sorti, qui sort ces prochaines minutes, qui a dû déjà sortir, je pense, dans les halles. Il y a déjà une première projection, et puis la bande-annonce ne montre rien. Mais justement, je la trouve très réussie, la bande-annonce devant le Mont Saint-Michel. Voyez. Et voilà, prochainement sur cet écran, le nouveau film de Claude Lelouch, le 51e, Finalement. Oui, c'est le titre du film, Finalement. C'est un beau titre, hein, Finalement. Alors, comme il y a plein de surprises, il y en a tellement des surprises dans le film qu'on a décidé de rien vous montrer. Enfin, à part moi, bien sûr. Mais bon, je suis pas tout seul, évidemment. Elsa Zilberstein, François Fabian, Barbara Pravi, Sandrine Bonner, Michel Boujna, Françoise Gillard. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à... Et puis la musique, Ibrahim Malouf. Les paroles, Didier Barbelivien. Je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus qu'à regarder. C'est l'histoire d'un vieux piano tombé amoureux d'une trompette. Je ne suis pas un technicien de l'image, mais à chaque fois que je vois un plan de vous, je sais qu'il est de vous. Alors je ne sais pas si c'est le format, je ne sais pas si c'est la manière dont vous filmez, je ne sais pas si c'est le cadrage, etc. Mais à chaque fois, je dis, je sais que... comment ça se fait, par exemple ? Pourquoi cette image, on peut dire, elle est lelouchienne ? Parce que je suis un cinéaste amateur. Je fais du cinéma d'amateur. Je filme avec mon cœur. Les battements de mon cœur... Je pense qu'on a tous une part de rationnel et d'irrationnel. Et mes films mélangent le rationnel et l'irrationnel. Le rationnel nous dit qu'on est mortel, il a le sens des affaires, il nous permet de faire la fin du mois, et il nous fait peur, il a peur de tout. Et puis on a une part d'irrationnel qui nous dit qu'on est là pour toujours, qui est notre inconscient. Et notre inconscient, lui, il a tout son temps. Il nous dit des choses... et c'est pour ça que vous filmez comme ça. Et donc, c'est ce mélange de rationnel et d'irrationnel qui fait mon style. J'ai pas peur du rationnel et j'ai pas peur de l'irrationnel. J'ai pas peur de parler de Dieu, j'ai pas peur de parler de la fin du mois, d'une échéance ou quoi que ce soit. Je veux dire, ce mélange de rationnel et irrationnel fait peut-être le cinéma... Vous en parlez d'ailleurs de Dieu. Je voulais juste qu'on voit également une bande-annonce, parce qu'elle est très bien faite, du documentaire qui passe ce soir sur Canal+, de Claude Lelouch. Donc voyons quelques extraits de ce documentaire. C'est qu'une vie réussie. C'est une succession de bonnes scènes. Si vous mettez que des bonnes scènes bout à bout, ça fait une grande histoire. Regardez ma mère qui... Claude, c'est quelqu'un qui a toujours mélangé la vie et le cinéma. C'est vraiment un enfant de la guerre. Tu le sens. On ne peut pas avoir une vie normale, entre guillemets, quand on a vécu ça petit. Il a la grâce d'un enfant, super doué. À l'intérieur de son métier, c'est un aventurier. L'art de Claude Lelouch, c'est filmer les regards, les yeux, partout, dans chaque film. C'est un voleur. Il vole, mais il le dit. Ouais, dans un quart d'heure, nous commençons à tourner, mais en fait, nous ne tournons pas. Lelouch, c'est un mec qui a suscité de la jalousie. Il y a eu une sorte de mépris, la critique aussi a été très dure. Les journalistes se mettent à siffler. Je dis, mais pourquoi ? Ma vie ressemble un peu à un film. Et je me souviens que de séquences. Le regard que vous avez lorsque vous voyez votre mère est un regard, je trouve, extraordinaire. L'expression
Ben oui, vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, je dois beaucoup à toutes les femmes. Et ma mère a été la première d'entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai grandi avec elle. Donc, vous savez, je filme tous les personnages de mes films, je les ai croisés dans la vie. Les dialogues de mes films, je les ai entendus. J'ai une certaine mémoire comme ça qui fait qu'à un moment donné, je regroupe autour d'un personnage l'histoire de 3 ou 4 autres. Voilà, donc si vous voulez, mais j'ai le sentiment que tous mes films sont tirés d'histoires vraies, d'histoires plus ou moins vraies, évidemment. Alors j'aime pas trop mentir, mais j'adore exagérer. Voilà, et c'est cette exagération qu'on retrouve dans mes films. Bon, vous avez un blouson de cuir. Oui. Vous avez toujours un blouson de cuir. Toujours, oui, c'est une sorte de bouclier. Vous savez que j'ai commencé comme caméraman d'actualité. Et il fallait avoir un blouson protecteur. Voilà. Mais j'ai lu quelque part que vous avez toujours un blouson de cuir parce que vous dites que la guerre peut être déclarée d'un instant à l'autre. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que j'ai un petit sac avec moi dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour faire le tour du monde au cas où il faudrait partir tout de suite, quoi. Vous parliez de Dieu tout à l'heure, c'est bien une prière, et je le répète, c'est dans ce livre, Le cinéma c'est mieux que la vie, Claude Lelouch, qui est vraiment une somme, et alors ça c'est un merveilleux cadeau de Noël. Je peux vous dire que si vous savez, voilà, vous pouvez, là vous allez faire... du monde. Il y a une photo de Catherine Deneuve d'ailleurs qui est sublime dans un film. Il y a À nous deux bien sûr, et puis il y a Si c'était à refaire, moi que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un film très très réussi avec Catherine Deneuve, avec Bernard-Pierre Donadieu qui jouait dedans. Et puis une des premières scènes de Jacques Villeray. Oui. Dans un appartement. Oui. Absolument incroyable. Et je crois que quand vous l'avez fait tourner, vous avez dit, vous venez de voir après la première prise, Madame, Messieurs, vous avez vu la naissance d'un grand acteur, d'un immense acteur. Et Anouk Aimé, qui a les cheveux courts d'ailleurs, dans ce film-là. Alors de Dieu, vous dites, c'est bien une prière qui m'a sauvé la vie, comme je l'ai déjà indiqué, lorsque les Allemands sont entrés dans ma classe pour arrêter les enfants juifs. Ce jour-là, j'ai assisté en direct à un miracle. Or, s'il y a miracle, c'est qu'il y a quelque chose. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup de miracles que je ne peux pas expliquer par autre chose que l'irrationnel. Pourquoi le miracle? Un homme et une femme, par exemple. D'autres vont venir ensuite ponctuer mon existence, et c'est pour cette raison que je suis devenu croyant. Je suis ingrat aujourd'hui de ne pas croire en Dieu. Claude Lelouch, je serais ingrat, pardonnez-moi, aujourd'hui de ne pas croire en Dieu. Claude Lelouch n'aurait pas pu réussir sans son aide. Et évidemment, quand on voit ce monde, c'est la phrase de Woody Allen, qu'on cite souvent, si Dieu existe, faut qu'il ait une bonne excuse, Claude Lelouch. Oui, non, mais vous savez, je suis passé à travers les gouttes de la bêtise et des grincheux. Je suis un enfant... Quand on a connu la guerre, tout est doux après. Tout est doux. Et on devient très positif. À force d'observer ce monde incroyable, je me suis aperçu quand même que le positif était plus fort que le négatif. Et le négatif est très fort. Par exemple, ici, c'est vrai que les mauvaises nouvelles, elles cartonnent, elles font plus d'audimat, elles intéressent plus les gens, elles cartonnent. Mais à l'arrivée, le oui est plus fort que le non, et le positif l'emporte toujours. Je veux dire que le monde d'aujourd'hui qu'on a fabriqué, il s'est construit sur des